La francophonie travaille étroitement avec les parlements. Il y a l'association des parlementaires francophones, avec les universités, avec les maires. Donc la francophonie a même développé des médias, TV5, une université, l'université Senghor. Oui. Donc c'est tout un appareil institutionnel qui va depuis la base jusqu'au sommet. La suite, c'est après la pause. jaratul daw ba daal léegi ak joni joni mën ngeen a am ñaar yëpp bés bu nekk fii ba tabaski mën ngeen a gañe ñaaru xarum tabaski wala ay enveloppe yu def xaalis yu def juróom ba jàpp ñaar fukki junni saa bu ngeen yónnee maa jot xaalis ak joni joni mën ngeen a bokk ci ñu ni tànn ay jëleen joni joni daal amul morom am naa xar am naa xaalis ci tabaski ji joni joni rekk ko man Pierre Buyoya, il est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, un sommet qui se tient ici à Dakar en fin novembre. Pierre Buyoya, nous avons longuement parlé de l'Organisation internationale de la francophonie et à vous entendre parler, vous nous faites oublier ce caractère culturel, cette influence de la France même sur les autres membres de cette organisation. Vous nous parlez d'aspect économique. Ça, ce n'est pas à la base la francophonie. C'est vrai. L'identité de la francophonie, c'est une langue en partage. C'est des valeurs en partage. C'était le point de départ. C'est l'influence également de la France. Oui. Bon, si vous voulez, puisque... c'est la réalité, non? Il y a une certaine réalité, mais c'est plus que cela. Parce que... Par exemple, vous nous avez parlé de TV5. TV5 fait partie de ces médias qui véhiculent l'idéologie française, notamment en Afrique. Non, ça, c'est une vision qui vous est propre. Non, aujourd'hui, TV5... une édition sur TV5 qui va nous parler d'Afrique, c'est une vision française de cette Afrique. Oui. N'est-ce pas? Probablement. Alors, il appartient maintenant aux Africains de cet espace francophone de changer les choses. Et je crois que les choses ont changé depuis lors. Il est évident que dans l'espace francophone, la France est un pays important, parce que l'identité, c'est la langue française, qui premièrement est une langue de la France. Donc il y a là un certain passé qui continue. Mais l'ambition de la francophonie, c'est d'aller au-delà de ça. Est-ce que nous avons dépassé l'étape où la France pouvait décider même du sort d'un président africain? Je crois que nous l'avons dépassé. Si vous voulez, on pourrait parler des cas concrets, récents. Bon, comme? Il y a eu un changement d'un président dernièrement en Centrafrique. Bon, probablement que la France était ceux qui désiraient ce changement. Mais la France n'a pas été à la manœuvre. Alors, tout le monde sait que c'est la France qui tire les ficelles du côté de la Centrafrique, c'est ce qu'on dit. Bon, c'est difficile de prouver qui tire les ficelles. Probablement, dans ce cas précis, il y avait beaucoup de gens qui tiraient les ficelles. Mais c'est un petit exemple qui montre que le monde a changé. Que même la France, sa façon d'agir a changé.
Elle ne pourrait pas continuer à faire ce qu'elle faisait dans le passé. François Hollande a débarqué crédible. en Centrafrique comme un commando. Et vous nous dites que le monde a changé, les rapports entre cette France et cette Afrique ont changé. François Hollande s'est imposé et a dicté sa feuille de route à la Centrafrique. Ça, quand même, c'est vous qui me le dites. C'est vous qui me le dites. Parlons des choses concrètes Ça, que c'est je concret. peux prétendre que je connais. Le cas du Mali. Je crois que c'est là-bas où la France a débarqué. Je vais en venir au Mali. Parce Oui, que... a débarqué le premier. Bon, mais je crois que la France a mis vous ne des voulez pas gants. répondre par C'était rapport à la à la demande du Mali, avec l'approbation de la CEDEAO des Nations Unies. Alors, je crois que la France a eu besoin de tout cela pour pouvoir faire ce qu'elle a fait. En Centrafrique, la même chose. C'était sur demande insistante de beaucoup de pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique d'une façon globale, parce qu'il y avait là-bas une situation extrêmement dangereuse. Alors, d'abord, je voudrais aussi rappeler que la France n'a pas été la première à débarquer, parce que les Africains étaient là avant la France. Mais il fallait que Commandé par cette un France. pays... Non. Non? C'était les gens envoyés par la CAC, l'Organisation des pays, l'Organisation économique des États de l'Afrique centrale. Je ne pensais pas que... Mais la jusque-là, France avait- quand un coup d'État se prépare dans un pays francophone, surtout d'Afrique, c'est TV5 qui donne l'info en primeur. Ça veut dire quoi? Bon, dans ce genre de situation, moi je me parlais de cas concrets et non pas de généralisation globale. Vous voulez un cas concret? Je voudrais bien analyser chaque cas concret parce que les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Et peut-être ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. C'est ma thèse, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que la France a perdu toute velléité ou toute volonté de faire des choses. Mais certainement, aujourd'hui, elle ne peut plus le faire comme par le passé. Oui, le Mali, vous l'avez évoqué. Vous représentez cette organisation déjà au Mali. Qu'a fait l'organisation pour retrouver la paix dans ce pays? Alors, une précision qui a son importance. Je représente l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Et c'est donc quelque chose qui est différent de la francophonie. Et ce que l'Union africaine a fait pour le Mali, c'est beaucoup de choses. Vous savez que l'Union africaine a été la première à intervenir, avant même les Français. Et puis a accompagné, a été aux côtés de la France dans toutes les opérations de libération du Nord Mali. Et elle a continué à appuyer le Mali. Ça fait dans partie de vos l'organisation. arguments aujourd'hui pour briguer ce poste de secrétaire général, ce que vous avez posé comme acte dans la recherche de la paix du côté du Mali en tant qu'émissaire de l'Union africaine. Bon, mes arguments, c'est plus que ça. Mes arguments, c'est plus que ça. Mes atouts pour briguer ce poste, c'est d'abord mon expérience à la tête de l'État burundais. À 2 reprises, de 87 à 93, et puis de 96 à 2003. Et je crois pouvoir dire que j'ai fait mes preuves comme homme d'État, réformateur, et qui a géré des situations extrêmement difficiles et qui a légué quelque chose au Burundi, la politique de l'unité et de réconciliation nationale, la démocratisation dans les années 90 et plus tard, au cours du 2e mandat, la négociation de la paix, la signature de l'accord d'Arusha. Donc c'est un bilan important. Et d'ailleurs, je crois que c'est à cause de cela alors
que j'ai été appelé à servir la communauté internationale, à servir l'OIF. J'ai été, comme je dis au début, porteur de missions de l'OIF dans tous les coins de l'Afrique, des missions de médiation, des missions d'observation des élections, de promotion du dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Ce n'était pas une manière de vous occuper en tant qu'ancien chef d'État? Bon, si vous permettez que je termine, en plus de cela, j'ai servi l'Union africaine en tant que médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les deux Soudans. J'étais membre du panel de haut niveau de l'Union africaine. Alors aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Donc c'est ce bilan global, cette expérience politique et diplomatique qui fait que je peux légitimement briguer ce poste de secrétaire général de l'OIF. Le même argument utilisé contre vous, Pierre Buyoya, parce que, oui, vous l'avez dit, vous avez été chef d'État du Burundi à 2 reprises. Oui. Mais à chaque fois, vous avez opéré un coup d'État pour accéder au fauteuil présidentiel au Burundi. Ça également, ça fait partie du passif de votre bilan. Oui. Une question qui revient toujours. Cette question revient souvent et j'y réponds sans passer à côté. Difficilement. Non, sans passer à côté, parce que si vous regardez l'histoire dans le monde, en Afrique, il y a eu toujours des situations exceptionnelles de crise. Et ce genre de situation n'est pas seulement arrivé au Burundi. Des grands hommes d'État sont venus au pouvoir de cette manière. Alors j'ajoute que pour moi, ce qui compte, ce qu'un homme politique lègue à la prospérité, ce n'est pas comment il est venu au pouvoir, ce qu'il a fait du pouvoir. Et moi, je crois que le pouvoir que j'ai eu, que j'ai géré dans des circonstances difficiles, compliquées, je l'ai utilisé pour... Ce n'est pas méchant de commettre un péché. L'essentiel, c'est de se repentir. Non, non, je l'ai utilisé pour faire avancer la cause du Burundi, la cause de l'unité, de la paix et de la démocratie. J'ajoute encore davantage que la façon dont j'ai quitté le pouvoir en 1993, après les élections libres, démocratiques, j'ai laissé le pouvoir au président élu et je suis parti légalement, pacifiquement. 2003, j'ai quitté le pouvoir pacifiquement, légalement, au profit de celui qui était mon vice-président. Mais en 87. Et au terme de l'accord d'Arusha. Alors, si vous voyez aujourd'hui la problématique de gestion du pouvoir, comment on quitte le pouvoir est devenu un problème sérieux. Et je crois que la façon dont j'ai quitté le pouvoir à 2 reprises, c'est quelque chose qui peut servir d'exemple. Et j'ai démontré que pour moi, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui est une fait en soi. On fait quelque chose et quand le moment est venu, on s'en va. Donc en 1987, le Burundi avait besoin de ce coup d'État. Oui. Le Burundi se trouvait au milieu d'une crise grave, en particulier qui se tournait aux difficiles relations entre l'Église et l'État à l'époque, mais une crise qui cachait mal aussi la crise ethnique. Parce et vous étiez le Messie, quoi. Vous savez, dans la région des Grands Lacs, les conflits politiques ont toujours tourné autour de la question ethnique. Donc c'était cette question qui était en filigrane. Et pour éviter que le pays tombe dans l'instabilité, l'armée a pris ses responsabilités. Et mes camarades m'ont choisi pour assumer le rôle de chef de l'État. Ça a été le discours de Robert Guéhi en Côte d'Ivoire, ça a été également le discours de Dadis Camara en Guinée. C'est souvent le discours des putschistes. Ils viennent pour sauver une nation
une nation opprimée par un régime en place? Bon, mais vous savez, à chaque